Donc aujourd'hui, on est le lundi 28 août 2023. On est rendu déjà à la 10e journée d'audience. Donc la 7e en présentiel, parce que les 3 premières avaient été pour justement débattre de la demande de huis clos qui avait été déposée par l'Université Laval. Donc ça a été réglé en huis clos. Alors c'est la 7e journée d'audience en présence. Là, présentement, aujourd'hui, c'est le contre-interrogatoire de Jean Barbeau on est toujours dans la preuve de l'Université Laval. Donc, l'Université Laval va faire défiler les témoins professeurs d'université et ensuite les administrateurs pour présenter sa preuve. Et ensuite, nous, on va venir à la fin pour présenter notre contre-preuve et puis ensuite suivi des plaidoyers. Donc, c'est 19 journées qui sont prévues. Et l'Université Laval, pour faire sa preuve, là, elle va couvrir une très grande partie de ces 19 journées-là. Donc, ce qui s'en vient... Donc, Jean Barbeau, c'est un professeur à l'Université de Montréal avec une expertise en infection dans les cabinets dentaires. Ensuite, il va y avoir Benoît Barbeau, Nathalie Granvaux et Martin Olivier, qui sont les 4 professeurs là, qui ont été recrutés par l'Université Laval pour siéger sur les comités d'enquête. Les 2 comités qui ont mené à des suspensions là, de 8 semaines et de 4 mois sans salaire. Donc, ce sont les suspensions qui sont en litige là, devant l'arbitre. Et donc, après ça, ça va être les administrateurs. Donc, il y a Élise Cormier, Daniel Frigon, Lynne Bouchard, qui est la première vice-rectrice à m'avoir suspendu la première fois, et ensuite André Darvaux, qui m'a suspendu là, ensuite là, 3 fois à répétition. Il va aussi avoir le président des comités d'enquête, Nelson Michaud, qui va être interrogé et évidemment contre-interrogé à chaque fois. Bien, c'est difficile parce que depuis le début de la crise, le système de justice n'est plus ce qu'il était. Hein? On a vu avec des décisions qui sont rendues, qui étaient complètement inattendues. Donc, j'espère que le résultat de cet arbitrage-là n'ira pas dans le même sens qu'on a vu au cours des dernières années. Donc, j'espère que vraiment la justice va prévaloir, et le gros bon sens aussi. Là. Et ce que je peux déplorer, c'est que c'est tout simplement la judiciarisation de la science. Hein? On essaie de judiciariser un processus qui, normalement, devrait intervenir entre des scientifiques, qui devraient avoir la liberté d'expression, la liberté de parole, et qu'on devrait avoir le droit de débattre. Surtout sur des questions qui ne sont pas encore résolues. Et en science, parfois, ça peut prendre des années, voire des décennies avant de résoudre des questions. Donc, c'est ça qui est, en fait, l'arbitrage n'aurait pas lieu d'être, tout simplement. Parce que l'arbitre n'a pas une formation scientifique, une formation judiciaire, légale. Donc, moi, j'ai une formation scientifique, mais pas légale. Donc, je vois mal un arbitre prendre une décision qui est basée sur la science. Donc, c'est pour ça que je pense que l'arbitre va justement se prononcer là, à partir des articles de loi, des règlements, conventions collectives et tout ça pour rendre un jugement. Mais moi, je maintiens que si je suis attaqué sur des questions de fond, je devrais pouvoir me défendre sur les questions de fond puis de présenter des contre-arguments. Parce que sinon, si je ne suis pas capable, le débat il est pas équitable. Et là, si c'est seulement les arguments qui sont présentés qui sont considérés, eh bien évidemment, je serai à mon désavantage. Je l'espère, parce que c'est ça qu'on a besoin, hein, de rétablir la liberté d'expression des profs, arriver à débattre de la science. La science, ça fonctionne comme ça, là. Hein? C'est par les débats, par l'opposition, le choc des idées, des arguments, qu'on arrive à avoir la meilleure compréhension d'une situation, puis de tendre vers la vérité. Hein? C'est ce qu'on veut tous, hein? De connaître vraiment la vérité. Donc, si c'est pas en censurant le débat ou en le judiciarisant qu'on va y arriver. Bien, c'est certain que mon cas est un peu unique dans le sens que c'est une procédure qui est entamée par une université contre un de ses professeurs. Mais on a eu le cas de plusieurs autres professionnels, dont un de mon collègue ici, Christian Linard, qui a été justement attaqué par l'Ordre des chimistes du Québec, donc un ordre professionnel, et par le syndic. Donc le syndic, et c'est lui qui va initier les poursuites, et qui là... En tout cas, j'ai assisté à son procès, puis c'est vraiment très inquiétant la façon dont ça se déroule, la puissance, le pouvoir accordé à ces syndics-là, auxquels on n'oppose aucun contre-pouvoir. C'est extrêmement dangereux. Et la façon que les ordres professionnels s'ingèrent, hein, comme on le voit dans la situation de Christian Linard, qui est professeur à l'UQTR, et pour lequel, tu sais, il a été sanctionné sévèrement pour des activités en lien avec ses activités professorales. Et là, on voit les ordres professionnels
qui s'ingèrent dans les affaires universitaires et qui viennent comme ça museler la parole des scientifiques, des universitaires. Et donc, on voit les autres professionnels qui interfèrent avec la libre expression des profs, la liberté universitaire. C'est extrêmement inquiétant parce que ça devrait être protégé par la loi. Mais ce que je voudrais mentionner, pour ce qui est de ma situation à l'Université Laval, juste pour rappeler aux gens, j'ai repris mes fonctions le 4 juillet 2023. Et à ce moment-là, suite à mon retour au travail, officiellement, j'ai contacté le doyen de ma faculté de médecine, donc le docteur Julien Poitras. J'ai demandé à le rencontrer. C'était pour environ la 5e fois depuis le 3 novembre 2022 que j'ai fait une demande de le rencontrer. Il ne m'a toujours pas répondu. Et donc, c'est vraiment extrêmement inquiétant de voir là, que, tu sais, moi, je suis un de ses professeurs. Donc, je suis en théorie un de ses employés. Et donc, je demande à rencontrer mon patron et il ne me répond pas. Et ça fait déjà plusieurs mois, ça fait quasiment 9 mois. Donc, c'est vraiment troublant. Et en préparant récemment un message que je lui destine là, bientôt au début septembre pour lui rappeler ma demande encore une fois, j'ai remarqué que ma fiche de professeur sur le site web de la Faculté de médecine de l'Université Laval avait disparu. Donc, je ne sais pas si on essaie de m'effacer ou si ce n'est pas un glitch informatique comme on a vu là, en février 2023 avec le Centre de recherche du Sud-Québec, où est-ce que justement ils avaient effacé mon profil de chercheur et de même que la mention de mon nom dans certaines nouvelles. Donc, c'est vraiment... 1984. Oui, et puis, tu sais, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on essaie vraiment de m'effacer, de me faire disparaître. Et donc, tu sais, moi, je mets ça sur le compte du harcèlement. Tu sais, l'Université Laval vraiment s'acharne à vouloir me faire taire, il s'acharne à vouloir m'effacer, hein, complètement, effacer ma parole, effacer ma présence comme chercheur-professeur. Et là, c'est là que je dis à la population, regardez là, c'est la population qui paye mon salaire et qui paye aussi le fonctionnement de l'Université Laval, hein, en passant. Donc, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'un professeur qui exprime des critiques bien légitimes se fasse comme ça, harceler, censurer et attaquer au point là qu'on veuille le faire taire, plutôt que de tout simplement organiser des débats et d'inviter les scientifiques prêts à débattre pour qu'on puisse avoir vraiment un véritable débat, puis qu'on puisse avoir, régler la situation au profit de la population. Parce qu'en bout de ligne, hein, on est là pourquoi? Moi, je suis là pour protéger le public. Donc, tous mes agissements sont en lien avec la protection du public. Alors, ce que je vois, c'est l'Université Laval semble avoir des intérêts divergents des miens. Hein, parce que si elle allait dans le même sens que la protection du public, elle me permettrait la parole, elle m'aiderait à entrer en contact avec les autorités. D'ailleurs, j'ai appelé les autorités à de nombreuses reprises à venir débattre avec moi, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que je comprends de tout ça, c'est que ce que j'interprète, c'est que l'Université Laval n'est pas là pour la protection du public, mais bien pour la protection d'intérêts. Et là, on peut peut-être juste spéculer à ce moment-là. Merci bien. Merci. Alors, j'ai eu la chance, sinon le privilège, de connaître Patrick Provost, avec lequel j'ai témoigné devant le Collège des médecins. Et ce que Patrick vit est un drame social. Il représente tous ceux qui, au Québec, se sont fait taire, que ce soit par le Collège des médecins, ou si un médecin parlait d'effets secondaires dans sa clientèle par rapport au vaccin COVID-19 publiquement, il se voyait menacé de perdre son permis de pratique. Alors, ma présence ici est pour supporter Patrick et lui signifier comment j'apprécie son travail. Bien, disons que M. Provost, je l'appuie entièrement dans sa lutte. C'est une lutte il nous représente tous là, dans
cette grande histoire du COVID là, qui est remplie de mensonges, dans laquelle nos gouvernements nous ont carrément bafoués au niveau de toutes les libertés fondamentales, tout ce que tu veux. Là, et M. Provost, ben, c'est un des rares qui se tient debout, puis actuellement, il fait un combat important auquel je souscris, puis je vais être présent à chacune des prochaines audiences. Je suis là depuis le début, ça fait qu'on continue. Bien, dans le fond, moi, je suis venu encourager quelqu'un qui, pour moi, représente une personne de cœur, qui a, je dirais, il vient ici, il n'est pas juste ici pour défendre son point de vue, mais il est ici pour plus grand que lui, en quelque part, tu sais. Parce que c'est pas juste une personne de cœur, il y a un côté sagesse aussi. Il est qualifié pour répondre, pour nous éclairer, pour apporter de la lumière sur le sujet qui, nous, le peuple ordinaire, tu sais, on n'a pas les qualificatifs, tu sais. Fait que là-dessus, je crois qu'on a une personne à la fois de cœur et de sagesse qui mérite d'être encouragée pour le peu de personnes qu'on a qui se prononcent ici au Québec. Puis d'oser aussi se confronter à une certaine forme de censure qu'on vit de plus en plus, comme s'il y a seulement un petit groupe qui tiendrait la vérité. Alors que pour la vérité, pour moi, ça inclut tous les points de vue. On ne peut pas parler de vérité ou, ben non, même arriver à un point de dire que c'est chacun sa vérité. Pour moi, ça m'apparaît l'anarchie. La vérité devrait être une et entière. Après un accord, un consensus entre différentes parties qui n'osent pas retirer de la table certaines personnes en les diabolisant ou en disant ceci ou cela. Tu sais. À mon point de vue, c'est comme ça qu'on évolue. Tu sais, puis par extermination, on pourrait dire le plus naturel, c'est la vérité qui va rester en derrière. Puis je pense que M. Provost il est engagé dans ce combat-là. La liberté universitaire est en danger et avec la liberté universitaire, c'est la liberté en général parce que si on n'est plus capable de se poser des questions sur des questions scientifiques, si des spécialistes comme le professeur Provost ne peuvent pas donner leur avis sur des questions scientifiques, c'est plus tard les libertés individuelles et le reste, la liberté de penser même qui est mise en danger. Donc moi je suis venu soutenir le professeur Provost parce que le combat qu'il est en train de mener, ce n'est pas son combat personnel, c'est le combat pour l'avenir du Québec, c'est le combat pour la science au Québec. Donc, je ne pouvais pas me soustraire à ça. Écoute, il se met au bûcher au front pour que la science puisse perdurer au Québec et pour que la liberté de penser puisse demeurer. Premièrement, cette audience-là n'est pas à huis clos. C'est déjà une première victoire dans l'audience de ces procès-là. Et là, on est rendu à la 7e audience. C'est un procès qui est très long, très ardu, mais c'est un débat public. Et c'est important de remettre sur le plancher du Québec plus de respect de nos droits et libertés et d'ouvrir la possibilité qu'il y ait des débats maintenant. Et ce procès-là en est un important parce qu'il peut nous amener à d'autres audiences qui vont nous aider dans la lutte, comme celle du Dr Provost. Merci. Bien, moi, je voulais rencontrer le professeur Provost pour le supporter moralement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, là. J'ai pu y parler un petit peu parce que moi, j'ai connu une saga judiciaire qui a duré 15 ans. Et c'est long. C'est long et c'est épuisant physiquement, psychologiquement, financièrement. Moi, c'est dans un autre contexte, naturellement, là, mais quand même, c'est très intense. Puis, je voulais juste lui apporter mon support. Je l'ai rencontré, puis je lui ai dit que vraiment, ce genre de situation-là, on va vraiment puiser en dedans de nous nos forces parce qu'on en a besoin. Tout ce que je voudrais lui dire, c'est qu'on l'admire beaucoup. Il fait, pour les mêmes raisons que moi j'ai fait ma saga judiciaire de 15 ans, nos enfants. Il fait beaucoup pour nos enfants. Il est père et il est grand-père, je crois. Et c'était son combat est beaucoup la vaccination des jeunes enfants, là, tu sais, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, moi, c'était pour lui apporter mon support et puis surtout lui dire que c'est temporaire. Dans des situations intenses, difficiles, je dirais même cruelles, là, tu sais, c'est affreux. Les premiers 2-3 minutes que j'étais là ce matin, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas, ça semblait comme irréel ce qu'on vivait, là, tu sais. Tellement que quand gros bon sens nous dit, ben voyons, là, tu sais,
ayez un débat, ça va régler. Il n'y a pas personne qui a la science infuse, la vérité absolue, mais d'être assez civilisé, être assez humain, être assez adulte pour être capable d'avoir un débat. T'sais. Puis après ça, chacun fait sa propre décision. C'est pas plus grave que ça, quelque part. Mais d'avoir tellement de confrontation de l'autre côté amène les deux parties à se braquer. Fait que il n'y a rien de positif là-dedans. Fait que c'est ça. Moi, je l'ai rencontré, j'ai donné la main, puis j'ai apporté mon support moral. Comme citoyenne, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Mais je trouvais important de le faire. Moi, j'ai décidé de venir appuyer le professeur Provost depuis le début des audiences. Et ça m'interpelle parce que le professeur Provost, pour ma part, il est un professionnel en ARN messager. Et je crois que le professeur Provost travaille pour le bien commun, pour le bien du peuple. Et il défend cette cause-là et il défend aussi sa profession. Alors, je trouve que pour moi, c'est important de venir l'appuyer. Puis ici, je me sens bien dans cette atmosphère-là. Oui. Merci. Puis pour moi, la première fois que j'ai entendu parler de M. Provost, c'est dans un panel de 3 personnes qui expliquaient puis qui s'entendaient comme larrons en foire sur le fait de certains dangers de l'ARN. Puis c'est un peu lui qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai été vacciné 2 fois dans ce pavillon-là. Mais après, avec l'information que j'ai pu acquérir, ça a mis fin à toute vaccination là, par rapport à la COVID. Là. Et je l'en remercie grandement. Puis j'apprécie tout son courage. Alors, moi, je suis venu supporter Patrick Provost parce que j'admire depuis le début son courage. Il a perdu énormément pour avertir la population. Et ça, c'est la raison première. Puis la deuxième raison, c'est que moi, j'ai eu comme professeur, quand j'ai fait ma microbiologie ici à l'Université Laval, Jean Barbeau. C'était mon professeur de microbiologie. Et je suis rentré en contact avec cet homme en début de la pandémie pour l'avertir des dangers que cette vaccination-là pourrait apporter à la population. Et le professeur que j'admirais, Jean Barbeau, à l'époque, on jasait de ça. Puis il a fini par manque d'arguments, je ne sais pas, j'aimerais ça y poser la question aujourd'hui, mais il m'a bloqué Twitter. Et puis, sachant que j'avais déjà été son étudiant, puis que j'avais vraiment aimé ses enseignements, puis ça, il m'enseignait l'immunologie. Hein? Donc, il y avait quelqu'un avec qui j'aurais aimé avoir un échange. C'est bien avec cet homme, mais non, il a carrément fermé la porte, malheureusement. J'aimerais ça savoir parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important. La science, elle est là. Puis moi, je voulais poser la question. Je dis, écoutez, on sait que l'ARN messager, c'est l'exacte empreinte de celle du virus qui produit la spike, à 2 acides aminés près, les 2 prolines qui ont rajouté. Alors moi, ma question, je dis, écoute, le phénomène ADE, c'est connu depuis le SARS-CoV-1, et on le sait, c'est publié, les séquences sont publiées. Pourquoi on les retrouve dans la spike du vaccin? Alors qu'on sait que c'est problématique, pourquoi ils ne les ont pas enlevés ou ils auraient juste changé 1 ou 2 acides? Pourquoi ils n'ont pas fait ça, sachant que les études qui ont suivi ça ont mené à la mort de rats, de lapins, de singes, de tout ce qui a été testé à cause du phénomène ADE. Ils sont quand même allés de l'avant à injecter ça à la population. Donc c'était très, 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 très suspicieux comme comportement, puis il fallait, comme Dr Provost a dit, appeler à la prudence. Hein? Le virus n'est pas assez mortel, le danger n'est pas assez là. Donc, attendons pour la vaccination. C'est un peu ça le message du Dr Provost. Puis c'est la question que je voulais, la réponse que je voulais avoir du professeur Barbeau, que je n'ai pas eu parce que le canal de communication a été coupé quand c'est devenu un petit peu trop chaud. Je suis aux auditions aujourd'hui pour assister à un spectacle que je trouve lamentable d'une certaine façon, mais surtout pour soutenir notre ami Patrick Provost qui fait l'objet d'un assaut, d'une violence pour moi qui est contraire à tout ce que la science devrait porter, à savoir
la possibilité d'amorcer un dialogue, un débat respectueux entre scientifiques, alors que là, on a voulu créer une guerre, une dissension. Et c'est l'objet tout le temps de la science, de débattre, surtout dans une science aussi inexacte, qui est le domaine de la santé humaine. Et la santé humaine, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et dans lequel il y a différentes interventions qui sont possibles pour différentes populations. Alors que là, on veut amalgamer tout le monde dans un groupe unique, avec une solution unique. Non seulement qu'on propose, mais qu'on impose, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, hein, d'imposer quelque chose d'expérimental à une population qui n'est absolument pas à risque, sans égard au risque. Alors, comme notre ami Patrick a dénoncé cette instrumentalisation de la science au profit de la vente, au profit de Big Pharma, il faut dénoncer ça et puis repermettre aux gens de prendre des décisions, d'être au cœur de la décision et non pas se laisser parachuter une décision unique qui n'a pas été éprouvée. D'ailleurs, et on le sait, hein, ils nous vendent l'idée de « safe and effective », sécuritaire et efficace depuis 2 ans. Et puis les preuves sont là que c'est ni efficace, ni sécuritaire. Mais on continue à avoir le même discours, la même propagande. Et pour avoir dénoncé ça, il est rendu avec 19 jours au moins d'audition parce qu'il a dénoncé l'utilisation d'une injection génique à des jeunes et puis à des femmes enceintes, qui sont les 2 populations qui ne devraient jamais être inclus à l'intérieur d'un programme de vaccination collective, massive, parce que les enfants ne sont pas à risque et puis que les femmes enceintes sont à risque de vaccination, surtout avec un produit qu'on ne connaît pas. Alors, il vient défendre ça, il a parlé de ça, et puis là, il est sous enquête, comme un criminel, alors qu'il a exercé sa responsabilité d'informer la population. C'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un expert des nanoparticules lipidiques, c'est un expert aussi de l'ARN messager, de cette plateforme-là qui est tout à fait nouvelle dans son usage auprès des humains. Ça a été testé, vérifié depuis une vingtaine d'années sur des animaux. Et ça n'a jamais été mis en place. Mais là, ça l'a été sous couvert d'urgence sanitaire, alors que c'est beaucoup plus un problème politique que sanitaire. Et lui fait les frais de ça. Alors on vient le soutenir, évidemment, parce que c'est un homme honnête, intègre, d'une générosité d'être, et puis d'un courage qui fait honneur à sa profession. Alors, il faut le soutenir. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir.